Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord. Mon nom est Christine Debouzy, je suis la présidente de l'Association française des femmes pilotes, très heureuse de vous accueillir à bord de l'Aéroclub de France, dans cette belle salle du Conseil qui a vu défiler tant d'aviateurs et d'aviatrices. Je vous souhaite un excellent vol à destination de Buenos Aires et Santiago du Chili sur la route des Andes, franchie par Adrienne Bolland il y a aujourd'hui 100 ans exactement. Mes officiers pilotes aujourd'hui seront Monsieur Alain de Libéraux, membre de notre commission histoire, auteur de nombreuses brochures sur l'histoire des femmes pilotes, Monsieur Michel Bronstein, qui a été voisin et ami d'Adrienne Bolland durant de nombreuses années, Madame Colline Berry, auteure de livres sur Adrienne Bolland et spécialiste de son histoire, et bien d'autres invités surprises. Je laisse la parole à Madame Catherine Monory, présidente de l'Aéroclub de France, championne du monde de voltige, qui nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui pour ce marathon Adrienne Bolland. Merci Christine. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui l'Association des femmes pilotes pour fêter le centenaire de cet événement totalement extraordinaire de la traversée de la cordillère des Andes par Adrienne Bolland. Je le suis à double titre. Bien sûr pour l'Aéroclub de France, parce que cet exploit est à la hauteur de l'esprit d'audace des plus grands pionniers. Il faut dire qu'à peine née, l'histoire de l'aviation a pris une allure olympique, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Et Adrienne a vraiment démontré à cette occasion qu'elle est faite de ce bois-là. Et j'en suis fière aussi en tant que femme, parce que elle a fait partie des exemples qui ont habité mon imaginaire pour me faire rêver et qui ont favorisé mon amour du vol et de tout ce qu'il représente dans le lien entre les humains, dans le dépassement de soi. C'est vraiment quelqu'un de très important. Et aujourd'hui, partager ensemble ce grand moment me paraît tout à fait naturel. D'autant plus que je sais que vous avez fait un travail absolument magnifique en amont qui va nous faire passer une somptueuse journée. Merci. L'Association française des femmes pilotes a été créée en 1971. La première présidente, Marie-Joseph de Beauregard, a nommé Adrienne Bolland membre d'honneur de l'association. C'est une grande fierté pour nous et cette commémoration du centenaire de sa traversée des Andes est devenue très importante. Le but principal de la FFP est d'augmenter le nombre de femmes pilotes dans toutes les fédérations, qui vont de l'avion au drone en passant par le planeur, la montgolfière, etc., ainsi que le nombre de femmes pilotes professionnelles dans les compagnies aériennes. Vous allez comprendre, sur le petit film motion design qui va suivre, fait par une jeune adhérente de l'association, comment nous fonctionnons. Voici l'AFFP, l'Association française des femmes pilotes. Une association dont la mission est de promouvoir l'intégration des femmes dans l'aéronautique. Non seulement les pilotes, mais aussi les ingénieurs, contrôleuses aériennes ou techniciennes. Avec près de 200 adhérents, elle est créée en 1971 par 7 aviatrices et rejoint le cercle des associations aéronautiques féminines, telles que la 99 aux États-Unis, créée en 1936, la British Women Pilots Association au Royaume-Uni en 1955, ou encore la Vereinigung Deutscher Pilotinnen en Allemagne en 1968. Mais une question se pose. Dans quel but ces associations existent-elles ? À ce jour, l'aéronautique demeure un milieu à dominante masculine. Prenons Air France. En 2018, la compagnie comptait 3800 pilotes, non seulement 300 femmes. Cela représente 7,9% de femmes pilotes. On est donc loin des 50% exigés pour atteindre la parité. Toutefois, cette disparité existe dès l'entrée en formation. Prenons l'ENAC par exemple, l'École nationale de l'aviation civile. Elle est créée en 1949 et ouvre ses portes aux femmes en 1973. En 2018, un élève pilote sur 10 est une femme. Pour autant, leur présence n'est pas anodine et c'est l'action des femmes pionnières dans ce domaine qui a permis de lever les freins à leur intégration. 1974, Patricia Hafner, première femme diplômée de l'ENAC. 1985,
Isabelle Boussaert, première pilote militaire française. 1999, Caroline Edle, première pilote de chasse française. Au regard de ces enjeux, la FFP déploie son action sur plusieurs fronts. Elle a tout d'abord un rôle d'information. Pour ce faire, elle organise des rassemblements comme les Femmes de l'air, un meeting annuel avec au programme films, expositions et enfin des baptêmes de l'air. Elle a aussi un rôle de transmission. La FFP organise des stages et des voyages destinés à créer et développer des liens d'amitié permettant de relier les générations pour favoriser la transmission des savoirs des initiés aux novices. Elle a également un rôle de mise en relation. Membre de multiples associations aéronautiques comme les Mirovolants, les Ailes Brisées, l'Aéroclub de France ou The Federation of European Women Pilots, la FFP ouvre l'accès à un réseau de passionnés, aptes à initier, à orienter et à soutenir, grâce à ses partenaires d'instances nationales tels que la DGAC et l'ENAC. Enfin, la FFP a un rôle de promotion. Dans l'optique d'aider les jeunes filles à réaliser leurs rêves, elle propose des bourses pour les soutenir dans le domaine des sports et des métiers de l'aérien. Avec l'aide de donateurs comme le CNFAS, le Crédit Agricole et aussi Total ou bien Air France, l'association finance chaque année des bourses. En 2018, 4 bourses professionnelles Colette Catet et 5 bourses sportives ont été attribuées. Comme quoi, les grands de ce monde suivent le bon exemple des plus petits. Un grand merci à Maëlys Pinson-Berthet, une jeune adhérente de l'association qui a participé au montage du film que vous venez de voir. Elle est actuellement étudiante pilote de ligne à l'ENAC et vous aurez l'occasion de la voir tout à l'heure à partir de 15h. Nous allons annoncer les gagnants du concours pour les jeunes que nous avons réalisé en coopération avec Air France pour les jeunes de 13 à 21 ans. Il s'agissait d'un questionnaire sur l'association et sur la vie d'Adrienne Bolland, des YouTube de Colline Berry, ici présente. Et les jeunes devaient écrire un texte également sur un épisode où Adrienne Bolland a dû amérir au Brésil et a dû chercher du secours dans une tribu d'Indiens, Tupinamba. Vous en saurez plus tout à l'heure. Donc Maëlys est une des brillantes gagnantes du concours. On la félicite et on lui souhaite une très brillante carrière. Pour revenir à la FFP, vous avez compris que notre but donc est d'augmenter le nombre de femmes dans toutes les activités sportives aéronautiques, dans les 9 fédérations ainsi que la fédération de drones. Donc ça va du planeur à l'avion en passant par l'ULM, le parachutisme, la montgolfière, etc. Et notre première présidente, Marie-Joseph de Beauregard, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit le livre que je vous recommande, Les femmes de l'air, très complet sur l'histoire des femmes pilotes, était très efficace puisque 2 ans après la création de l'association, a été aboli un décret, pour passer les photos, un décret qui stipulait qu'il fallait être de sexe masculin pour faire la formation de pilote de ligne. Voilà. Donc vous pouvez voir sur la photo de gauche notre première présidente au milieu, Marie-Joseph de Beauregard, avec Adrienne Bolland à sa droite. Et le décret qui a été abrogé en 1973, donc les sexes féminins pouvaient également se présenter à la formation de pilote de ligne. Nous avons une commission histoire, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Beaucoup d'activités pour mettre en lumière l'histoire des femmes pilotes. Si vous avez des archives, nous sommes très heureuses de les utiliser pour augmenter donc la place des femmes dans tous les musées de France, auprès de tous les collèges et pour le public. Donc, nous essayons de nommer des rues ou des places au nom des aviatrices, puisque
Nous sommes tous conditionnés par la société actuelle. Il n'y a que 2% des noms de rue qui sont des noms de femmes. Alors, je vous laisse deviner combien de noms d'aviatrices. Voilà. Donc, bienvenue pour nous aider. Nous avons besoin des hommes également pour nous aider dans cette démarche sympathique de coopération aéronautique. Dans l'esprit d'Adrienne Bolland. Bon, ça y est. Voilà, on vous a parlé des bourses sportives de pilotage, bien sûr. Tous les dons et legs sont, nous sommes association d'intérêt général, sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Donc, bienvenue, vous pouvez aller en ligne pour nous aider et participer à nos événements. Chaque année, un rassemblement des femmes de l'heure sur un terrain différent en France, sur un thème différent. L'année dernière, donc, c'était à Deauville avec une compétitrice de planeur, Suzanne Caudrelier. Cette année, les 25 et 26 septembre, nous fêterons les 50 ans de l'association à Besançon-Lavez avec notre vice-présidente Adriana Domergue. Et notre marraine sera une championne de voltige qui est pilote Air France également, Aude Le Mordant. Donc, vous pourrez voir toutes les informations sur notre site. Bienvenue à Besançon. Donc, nous avons des événements pour la science et les jeunes et des événements avec des associations pour aider les jeunes étudiants à prendre confiance en elles, notamment avec l'association Winning Girl. La préparation du leadership est un des ateliers. Ce sont des ateliers également de recherche sur la place des femmes, pourquoi moins de femmes se présentent dans les écoles de pilotage. Ah, c'est vraiment... C'est laborieux. Laborieux. Je pense que c'est fini. Tu peux arrêter le partage. Oui. Alors, nous attendons... Donc, en ce moment, vous avez, pour la commémoration du centenaire, Air France a mis en ligne 2 vols avec des équipages féminins. Le Paris-Buenos Aires qui va bientôt arriver et que nous essaierons d'avoir en direct tout à l'heure. Et le Paris-Santiago du Chili, donc Air France 228, Air France 406. Et ils seront accueillis par les ambassades de France en Argentine et au Chili, que nous aurons l'occasion aussi de voir, qui ont organisé des commémorations à leur tour. Donc, nous allons rentrer dans... Nous leur passerons la parole dès que nous pourrons les avoir. Et nous allons rentrer là dans l'histoire avec Colline Berry. D'accord, on commence par l'histoire de la famille Bolland et du brevet. Et on ira jusqu'au brevet 12 bis. Voilà. D'accord. Donc j'imagine que J'imagine qu'il va y avoir la photo qu'il faut. Et forcément, je vais pouvoir vous raconter l'histoire de la famille Bolland, masquée, mais néanmoins, vous la racontez. Et si j'appuie... Non ? Pas encore. Pas encore. On va attendre un petit peu. En tout cas, l'histoire va commencer, vous verrez, sur le fait que son nom est 2 L ou un L, parce que lorsque j'ai débuté l'enquête, j'ai eu souvent ce problème, ça n'est pas un problème, mais cette question, Bolland avec un L, Bolland avec 2 L, et en plongeant dans l'histoire belge, puisqu'Adrienne Bolland était aux 3/4 belge, eh bien, j'ai découvert des détails très très importants et très intéressants, et qui donc donnent l'éventail des possibilités qu'elle avait d'utiliser un L ou 2 L. Puisqu'en fait, et dès qu'on arrive en Belgique, dans le nord de la Belgique, vers Verviers, eh bien, on découvre, vous voyez, je ne sais pas s'il y a un endroit où je peux... Voilà, à droite, vous avez Liège, Verviers, vers la zone bleue. Et donc, le Bolland, qui est un ruisseau,
coulait dans cette zone-là. Et le Bolan, il se trouve que donc c'était un ruisseau. D'un côté, il y a une population qui a dit ben, moi je vais m'appeler Bolan avec 2 L, et de l'autre côté du ruisseau, l'autre population a dit ben, moi je vais garder un seul L. Les deux étant de la même famille en fait. Si l'image suivante arrive, oula, attendez, je suis allée trop loin. Nous avons affaire à un instrument très très sensible, visiblement. Voilà, donc là, vous avez, bon, la généalogie en fait remonte à Charles Martel, on va très très loin, jusqu'à Pépin le Bref en 1200 avec Adrienne Bolan, mais si vous remontez d'Adrienne à son père Henri et à ses premiers ancêtres, vous vous apercevez qu'il y a 2 familles avec un L et 2 L. Donc ça n'est pas, elle pouvait utiliser les deux étaient des homonymes. Son père, donc né en 1854, Henri Bolan, va arriver en France, puisque lui, il est 100% belge. Son père va arriver en France dans le contexte d'une banque d'affaires qu'il est en train de monter, banque d'affaires qui va donner lieu à un scandale financier retentissant d'ailleurs. Et le jeune et beau Henri Bolan, tout à fait ambitieux, fou amoureux de Victor Hugo, puisqu'il a vu Victor Hugo défendre les communards qui arrivaient en réfugiés en Belgique, eh bien, arrive pour affaire dans la région du Loiret, à Donnery, et on lui apprend qu'à Donnery, à côté d'Orléans, à côté du canal d'Orléans, se trouve un château, et que dans ce château, eh bien, il y a une famille qui est belge, d'origine belge. C'est la famille Pasque. Il se rend au château pour faire ses civilités, et au château, voici une carte du 45, un chiffre très important qu'on va retrouver très souvent, c'est marrant dans la vie d'Adrienne Bolan d'ailleurs, le 45. Et donc si vous voyez, normalement vous apercevez un nom qui est en rouge, Donnery, vous voyez que c'est près du canal, un canal qui a été construit par Louis XIV pour transporter le vin de cette région jusqu'à Paris. Et en arrivant là, il rencontre une jeune femme qui habite donc dans ce château, qui appartenait à l'époque à la famille, le château d'Allonne. Et d'ailleurs, sa future femme, la future mère d'Adrienne Bolan, s'appelle Marie Aloni. Parce que très souvent, on prenait les parents donnaient le nom de l'endroit. Donc j'imagine, comme j'ai appuyé 3 fois, qu'on va avancer de 3 fois. Non, voilà. Voilà donc la maman d'Adrienne Bolan, et vous venez de voir son père quand il était jeune. Elle avait 1 an de plus que son mari. Et là, vous avez la belle-mère, la grand-mère d'Adrienne Bolan, Madame Pasque, qui donc était la propriétaire d'Allonne, puisque son mari est mort tardivement, mais comme ils avaient 25 ans d'écart, il est mort, lui, très âgé, et elle est restée relativement jeune quand Adrienne l'a connu. Lorsque Henri Bolan va se marier avec Marie-Joséphine Pasque, Aloni Pasque, il va offrir comme dot une maison qui est à Donnery et qui s'appelle les Charmettes. Et cette maison était l'ancienne maison d'un auteur qui a disparu aujourd'hui et pourtant qui était plus connu que Maurice Leblanc et qu'Arsène Lupin et qui s'appelait Ponson du Terrail et qui avait inventé le personnage de Rocambole. Rocambole, c'était une sorte de marlou, voleur, un truand gentil et populaire que toute la France adorait et dont toute la France suivait les aventures. Donc Henri Bolan rachète la maison de Ponson du Terrail qui était en vente et cette demeure devient la maison de famille de la petite Adrienne qui, elle... Donc là, vous avez la maison qui jouxte le canal d'Orléans parce que c'était une maison de vin, c'était un entrepôt en fait au départ. Donc ils avaient besoin d'être au bord du quai. Et à ce moment-là, il va se passer une chose terrible, c'est que la famille va découvrir qu'en fait Henri Bolan a fait des malversations en Belgique et que cette histoire le rattrape. Et donc le jeune couple qui a déjà une fille va devoir s'enfuir, s'exiler, et ils vont choisir de s'exiler pour éviter qu'Henri soit emprisonné pendant 2 ans. Et ils vont s'exiler à Guernesey. Guernesey qui, je vous le rappelle, est l'exil, le lieu d'exil de Victor Hugo. Donc il va retrouver l'histoire de Victor Hugo et Henri Bolan va réinventer sa vie à Guernesey. Il va commencer à marcher puisqu'il s'ennuie, il n'a plus de travail, il est exilé, il est recherché entre guillemets par la police. Il va faire encore 2 enfants pendant qu'ils sont à Guernesey et il va commencer à marcher, à raconter ce qu'il voit. Donc forcément, il va se rapprocher d'un journal.
il va commencer à rencontrer des peintres, des graveurs, et il va écrire Les îles de la Manche, qui vont être repérées par un éditeur français des premiers guides de voyage, qui va lui demander de revenir en France pour travailler pour eux. Ils vont s'installer, ils vont revenir en France en 1890, et ils vont s'installer à Arcueil. Arcueil, c'est important parce que d'abord, la ligne de chemin de fer va directement à Orléans, et puis quand on prend le chemin de fer, on arrive directement à Montparnasse, à la première gare de Montparnasse. Donc en fait, on est dans le centre de Paris très très vite. Donc c'est un lieu stratégique. Et Henri Bolland a besoin de beaucoup bouger, puisque le monsieur qui va le prendre à son service dans les éditions Adolphe Johan, pardon. Là, j'appuie beaucoup, donc je vais certainement devoir revenir en arrière. Monsieur Bronstein, vous avez connu Adrienne jeune, vous m'avez dit? Beaucoup plus tard. Parce que là, pas très jeune. Ah, c'est vous qui étiez très jeune. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est bizarre, ça me passe pas. Pratiquement depuis Je ne sais pas s'il faut l'orienter sur quelque chose. Il n'y a pas une zone. J'arrive pas à passer à la suivante. Et là. Là, oui. Et donc, Adrienne va naître en 1895 à Arcueil-Cachan, qui est à l'époque Arcueil et avec Cachan, dans cette maison qui est rue des Écoles, avec un jardin. Et là, le couple a déjà 6 enfants. C'est donc la 7e enfant. La particularité, ici, vous avez le couple dans leur première maison à Arcueil, avec leurs premiers enfants. Et il se trouve que à ce moment-là, Henri Bolland a énormément besoin de se déplacer. Il est déjà très connu dans l'univers de l'édition des premiers guides de voyage. Si vous achetez un guide Johan, voici le patron d'Henri Bolland, Adolphe Johan. Et si Adrienne Bolland s'appelle Adrienne, se prénomme Adrienne, c'est parce que le fils de ce monsieur, Paul Johan, était marié avec une Adrienne. Et que Paul était le parrain d'Adrienne Bolland. Donc voici un exemple des guides Johan. Et si vous les lisez, vous verrez qu'Henri Bolland en a écrit un certain nombre, et bien vous allez retrouver les routes que vous prenez, que vous empruntez pour aller en vacances, parce que ce sont exactement les mêmes itinéraires. Et le 25 novembre 1895, le dernier enfant va naître, et en effet, elle va passer du rang de 7e enfant à 6e, puisque le 6e enfant s'appelait Édouard, et qu'il est mort 13 jours après sa naissance. Celui dans la famille qui était le seul garçon, qui est en bleu sur cet arbre généalogique que j'ai réalisé en fil de fer, est en bleu parce qu'il est avec une couleur de mer, puisqu'il était fou amoureux de la mer, il est devenu marin et puis après directeur du port de Shanghai, s'appelait Benoît. Donc le seul garçon au milieu de 1, 2, 3, 4, 5 filles a dû être très déçu de savoir que son petit frère, Édouard, est mort. Et Adrienne Bolland, née le 25 novembre, va s'apercevoir plus tard qu'elle est née le même jour que son père, et le même mois. Et c'est relativement rare et suffisamment significatif dans une famille pour marquer les esprits. Et puis, comme la famille Bolland commence à gagner plus d'argent, parce qu'Henri Bolland commence à donner des conférences, il commence à avoir une bonne renommée, ses conférences sont annoncées dans le Figaro, ils vont déménager à Paris, au 114 boulevard Arago, juste vers le Lion, et ils vont vivre là de nombreuses années jusqu'à ce que la guerre éclate. Mais avant ça, ils pourront retourner régulièrement à Donnery, dans la famille, au château d'Allonnes et aux Charmettes. Les Charmettes sont occupées par l'oncle, parce que du coup, les Charmettes, c'est encore toute une histoire. Il a fallu que quelqu'un de la famille rachète les Charmettes que Henri Bolland avait achetées en dot, pour que ça reste dans la famille. Et donc, ils ont réinstallé une maison de vin, où ils ont installé un des frères de la mère d'Adrienne, et ils vont à Donnery relativement facilement en train. Mais je tiens à le préciser, Adrienne était parisienne pur sang. Et elle était placée en internat comme toutes les petites filles de son âge, à l'âge de 6 ans, d'abord à Bourg-la-Reine, mais elle se faisait renvoyer de partout. Et là, j'ai pas mal d'anecdotes terribles, où soit elles accrochaient des choses à la queue du chat, soit elle allait voler des poires dans le jardin à côté. Bref, elle se faisait renvoyer de partout, et un jour, elle a même fugué. Elle est revenue à pied de Bourg-la-Reine. Elle s'est retrouvée
avec la police à ses trousses, parce qu'elle avait disparu de l'internat. Et ses parents l'ont vue arriver toute seule, à pied, comme ça. Et ils se sont dit que là, ils avaient vraiment un problème avec la petite dernière. Henri Bolland, malheureusement, malgré sa célébrité, enfin, ou plutôt à cause de sa célébrité, va travailler de plus en plus, tellement travailler qu'il fait à peu près 3000 km par mois. Donc il marche, il prend le train, il raconte, il écrit, enfin, c'est quelqu'un. Là, il n'a que 54 ans sur cette photo, sur ce dessin qui est d'après une peinture qui est au musée d'Orléans, aux Beaux-Arts. Et il va mourir d'un AVC fulgurant à la sortie d'une réunion du Touring Club. Et il était également le deuxième président du Club Sévenol, et c'est celui qui a fait découvrir au grand public les gorges du Tarn, les gorges de l'Allier, et c'est lui qui va utiliser pour la première fois le mot pour désigner la Corse, l'île de beauté. Donc c'était un poète, bon, attention, il adorait, n'oubliez pas, il adorait Victor Hugo. Et on va retrouver Victor Hugo, c'est rigolo, après au Chili, parce qu'ils vont évidemment la citer Victor Hugo, sans savoir que son père était vraiment un amoureux. D'ailleurs, il écrit plusieurs romans, c'était un écrivain au départ, Henri Bolland. Et Adrienne va perdre son père, là, sur cette aquarelle que j'ai réalisée d'après le tableau qui est au musée des Beaux-Arts. C'est la seule aviatrice française dont on ait un portrait. Là, c'est en 1907, elle vient d'avoir son certificat d'études, elle va arrêter ses études à ce moment-là, parce qu'une fille n'est pas obligée de continuer ses études. Et pour marquer le coup, on va lui faire son portrait. Alors, les prénoms d'Adrienne Bolland étaient Zizi, mais ça, c'est elle qui s'appelait Zizi, parce qu'elle n'arrivait pas à dire « je m'appelle Adrienne ». Et puis, on l'appelait également, ses sœurs, pour se fiche d'elle, l'appelaient Louis XIV. Parce que sur ce portrait, elle ressemble un petit peu au portrait de Louis XIV, qui est au Louvre, et de Monsieur Rigaud. Et à l'âge que vous venez de la voir là, eh bien son grand frère va partir avec un monsieur qui est aujourd'hui célèbre, qui s'appelait Jean-Baptiste Charcot. Et en 1908, Benoît, donc le fou de mer et d'épopées maritimes et d'aventure, s'embarque sur le pourquoi pas en direction de l'Antarctique. Et Benoît ne va pas savoir que lorsqu'il sera de retour en 1910, eh bien, il apprendra que son père est mort depuis un an, et que sa mère a été spoliée par les assurances, et que donc la famille n'a plus un sou. C'est le seul garçon, et il va être obligé de partir très très vite. Donc il va intégrer des bateaux qui posent les câbles sous l'Atlantique pour le télégraphe. Sinon, il ira beaucoup en Nouvelle-Calédonie sur des bateaux qui transportent du zinc et des métaux précieux, puisque grâce à la commune et grâce à nos envois d'exil, on a envoyé tous nos communards rebelles en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Zélande, dans toute cette région-là du Pacifique vers l'Australie. On a découvert qu'il y avait des métaux qu'on pouvait prendre. Et voilà, il fait ces voyages-là pour faire vivre sa famille, c'est-à-dire que sa mère va rester à Paris, Adrienne va rester à Paris, elle perd son père, la guerre va être déclarée, et là, tout le monde est rapatrié à Donnery, parce que n'oublions pas qu'en 14, il y a la grosse Bertha, on sait que les Allemands vont faire des canons monumentaux, et la grosse Bertha pilonne Paris. Et donc, Madame Bolland, qui n'a plus d'argent, de toute façon, emporte toutes ses filles, entre guillemets. Il y en a quand même 2 qui sont mariées. Il y en a une qui est déjà mariée, qui va perdre d'ailleurs son mari très très vite pendant la guerre. Mari qui travaillait avec son beau-père, qui écrivait. Émile Semence, si vous regardez les guides Joanne, vous retrouvez son nom parce qu'il travaillait avec son beau-père. Et puis, il y en a une qui va se marier pendant la guerre et une autre qui va tomber enceinte, qui va se marier parce qu'elle tombe enceinte, c'était l'époque. Et Adrienne Bolland, elle, dès que la guerre va être terminée, c'est-à-dire en 1918, elle va repartir de Donnery en se jurant de ne plus jamais vivre entre femmes, de ne plus jamais supporter cette ambiance mortifère et affreuse de ces confinements, 4 années de confinement. Maintenant, on sait ce que c'est, on se rend compte. Et puis, c'est la grippe espagnole est arrivée. Une des sœurs va mourir au mois de juin 1919. Elle revient à Paris et on va dire, pour essayer de trouver une voie d'issue, parce qu'elle ne peut plus se marier, elle n'a plus de dot, donc elle est plus intéressante à marier avec quelqu'un de riche, donc elle n'a plus beaucoup de possibilités, on va dire, sociales.
Et elle va décider de tenter le tout pour le tout. Elle va emporter tout son argent, le perdre sur un mauvais cheval à l'hippodrome. Et comme elle aura tout perdu, eh bien, elle va pleurer, elle va aller se saouler avec des amis. Et elle va réaliser qu'en fait, la seule voie possible pour une femme en 1920, pour être indépendante financièrement, c'est d'aller dans l'aviation, c'est-à-dire le métier ou le sport le plus dangereux qui soit, et au moins elle a peut-être des chances d'être riche rapidement. Oui, Alain? Non, tu parlais de la grosse Bertha, et j'ai une petite anecdote sur la grosse Bertha. Moi qui suis, donc, j'habite l'Aisne actuellement, du côté de Vervins, pas loin de la Belgique. Et la grosse Bertha, quand elle bombardait Paris, elle se trouvait juste derrière Laon, la ville de Laon. Laon, oui. Juste là. L-A-O-N pour ceux qui connaissent. C'est ça. Oui. C'est la région, oui, voilà, oui. La région où nous sommes originaires tous les deux, c'est qui nous a fait nous rencontrer. Et à l'époque, le métro servait d'abri anti-aérien et les jeunes faisaient la fête. Les premières fêtes, juste après la guerre, ont lieu dans le métro. Et il y avait une foule incroyable dans le métro parisien à cette époque-là. Tout se faisait, quoi. Tous les paris, la prostitution, c'est une sorte d'hôtel géant, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Et puis tout ce qui est les hippodromes avaient été réquisitionnés pour mettre des bœufs, des moutons, pour nourrir la population française, parisienne. Donc dès que la guerre s'est arrêtée, ils ont pu remettre des chevaux. Donc elle a fait partie de ceux qui sont allés parier aux premières courses, en fait, hippiques. Mais il y avait cette possibilité-là, il n'y avait pas encore le loto bien organisé. Et quand elle a perdu et quand elle a pleuré, il n'y a pas de hasard dans la vie d'Adrienne Bolland, c'est ce qu'on découvre vite, mais en l'occurrence, elle va annoncer à ses copains qu'elle veut faire de l'aviation, et là, un monsieur va lui dire, écoutez, ça tombe bien, justement, parce que comme après la guerre, ils ont besoin de voir voler des gens et des femmes, si vous allez chez le constructeur Caudron, ça vous coûtera moitié moins cher si vous vous inscrivez pour passer le brevet. Et là, elle se dit, profitons-en. Sauf qu'elle ne sait absolument pas que c'est pas du tout à Issy-les-Moulineaux, c'est-à-dire au sud de Paris, mais il va falloir qu'elle aille au moins pendant 2 mois au Crotoy en Picardie. Elle ne connaissait pas. Belle région. Dans sa famille, ils allaient à Paramé, beaucoup sur la côte d'Émeraude. Ils allaient beaucoup à Guernesey. Elles étaient en échange linguistique. Elle parlait très bien anglais, Adrienne Bolland. Et donc elle découvre, il faut qu'elle aille en baie de Somme, qu'elle ne connaît pas. Et puis elle découvre le G3. Elle découvre que c'est un engin immense et la première chose qu'elle va leur dire, c'est « Est-ce que vous en auriez un plus petit pour les femmes ?» Donc le monsieur qui lui présente l'avion dit « Non, on n'a rien pour les femmes. » Alors, est-ce qu'on parle du G3 maintenant? On en parlera juste après. Mais on va demander au monsieur d'arrêter de le klaxonner. Et on n'est pas encore au brevet, c'est-à-dire qu'elle arrive au Crotoy en train. Elle découvre qu'il faut qu'elle aille donc à l'hôtel, peut-être pendant 1 mois ou 2, donc ça lui coûte très cher. Donc c'est Benoît qui va payer parce qu'elle n'a plus un sou, elle a tout vendu, tout l'héritage de sa grand-mère, il y avait un manteau de fourrure, quelques bijoux, elle a tout vendu. Ça coûte quand même à l'époque 5 000 euros pour passer le brevet. C'est à peu près le même prix qu'aujourd'hui en fait. Donc c'est cher, elle n'a pas d'argent. Donc Benoît va l'aider et puis elle s'aperçoit qu'elle est la seule fille, que dans la promotion, ils vont être une dizaine, et qu'il y a beaucoup d'étrangers, des Chiliens, des Brésiliens, des Argentins, des Anglais, il y a de tout. Il n'y a que 3 écoles qui forment au pilotage après la guerre. Il n'y en a qu'une, il y en a une autre chez Sardier, mais elle est un peu loin, en Auvergne. Il n'y en a qu'une près de Paris qui prend les femmes. N'oublions pas qu'elles n'avaient aucun droit, d'accord, qu'elles étaient traitées comme des enfants. Et donc, c'est chez Caudron. Et en arrivant en baie de Somme, elle s'attendait à avoir une ambiance hyper sélecte, très classe. Enfin, si vous regardez les journaux de l'époque, on voit les aviateurs avec de belles bottes, ils ont tous de belles moustaches. Donc elle s'était dit, ça va être très sélect. Mais pas du tout. Pas du tout. Elle a affaire à des gens qui sont hirsutes, sales. Donc elle est affolée. Et elle découvre surtout qu'il va falloir qu'elle... Les fermiers du Nord. et Caudron n'est jamais là. Caudron, il est à Issy-les-Moulineaux, il s'occupe pas du tout de l'école, mais il vient quand même surveiller. Et il apprend très très vite qu'il y a une gamine qu'on va vite surnommer la lionne, à cause de sa coiffure, et puis à cause de son tempérament, parce qu'elle est obligée de donner des coups de genoux régulièrement, parce qu'elle se fait agresser, elle se fait harceler, et elle n'a pas d'autre choix que de se défendre. La lionne a un surnom qui a inspiré beaucoup de jeunes dans notre concours aussi. Et on va retrouver. Donc merci aux jeunes qui ont dans repris les super textes des jeunes. Donc il y avait on en parlera tout à l'heure. Zizi, Louis XIV, là elle devient la lionne, elle aura plusieurs surnoms comme ça tout au long de sa vie. Et on va demander à Cathy, parce que du coup elle découvre, d'abord elle
Elle est devant dans le J3, puisque quand on la prend, on est dans le biplace, le pilote est à l'arrière. Et elle vit son premier baptême et elle est effarée, sidérée par la violence de cette expérience. Et elle adore tout de suite. Elle a très peur, elle raconte qu'elle a horriblement peur, mais qu'enfin elle se sent libre, quoi. Enfin. Et là, je pense qu'on peut passer la main à. Alors, on À va quelqu'un d'autre. parler du G3 avec Alain et Cathy. Donc, Alain de Libéraux de notre commission Histoire et Cathy Timer, qui est pilote du Caudron G3, cet avion historique qui se trouve à Ferté-Alais avec l'amical Jean-Baptiste Salis. Donc, elle va vous en parler. On pourra passer le film de TF1. Et puis, ensuite, tu parleras avec ton PowerPoint. Donc, tu peux parler maintenant avant le film ou En fait, excuse-moi, ces premiers avions, ils n'étaient pas très confortables, tu nous en parleras. Ça m'a fait absolument penser aux premiers avions, c'est le Brice en Bretagne qui a tiré une barque avec des ailes derrière un cheval. Et en fait, les frères Caudron, c'est ce qu'ils ont fait aussi, ce qu'ils ont essayé d'améliorer. La Romiotte. À peu près, oui. De toute façon, les sièges, effectivement, c'est 2 planches de bois. Tout est très rustique. C'est pas assisté comme aujourd'hui. Enfin, quand on bouge le manche, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup. En plus, au début, il n'y avait pas d'aileron. Celui qu'on a à la Ferté-Alais, il a des ailerons, donc il est beaucoup plus facile à piloter, je pense. On aurait pu mettre les photos, les images du G3 que j'ai pour le brevet 12 bis, le diaporama. Non, mais pour illustrer. Tu continues. Parce que moi, on aurait pu illustrer avec la suite. Tu vois, pendant que tu parles. Ouais, comme vous voulez. Attends, non, il cherche. Et puis, moi, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre à voler dessus. On me l'a confié parce que un jour à la JBS, ils ont décidé, enfin c'est surtout mon mari qui a eu l'idée de faire une commémoration justement au meeting, enfin un tableau sur la traversée des ondes avec Adrienne Bolland. Et donc c'est comme ça qu'ils ont eu besoin d'une femme pour piloter le caudron de l'amicale. Et j'ai eu la chance, comme c'était mon mari. Merci Cathy, merci Adrienne. Voilà, il a dit on va lui laisser sa chance et ils m'ont donné ma chance. Ça n'a pas été facile au début. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas facile, mais bon, parce que c'est jamais facile d'être une femme dans un milieu. Tu es la seule pilote Il n'y en a pas beaucoup de la qui JBS. pilotent, en tout cas à la JBS, il n'y en a pas beaucoup. Sur le terrain, il y en a vraiment pas beaucoup qui pilotent régulièrement. Dans notre association, nous avons Aurore Bouvelon qui répare un peu, enfin qui participe un peu à l'atelier. J'ai été voir. C'est celle qu'on a vue. Oui, mais des moteurs en étoile. C'est extraordinaire. elle C'est pilote, extraordinaire. C'est magnifique. Oui, elle pilote, mais pas les avions de la JBS. Elle pilote prévu. Non, dans les avions de la JBS. Je ne crois pas qu'il y ait de femmes qui pilotent, mais peut-être je me trompe. Voilà. Il y en a eu, Cathy est notre héroïne aujourd'hui. Et le plus dur, c'est d'apprendre à décoller, à atterrir en G3. C'est tu vois, pour. Non, c'est pas d'apprendre à décoller ni à atterrir, parce que c'est un avion facile, même quand il y a du vent. C'est plutôt d'apprendre à le manier en l'air, parce qu'il n'y a pas de puissance. C'est lourd. Parce que c'est lourd, parce que. Il faut mettre du pied avec, enfin il faut tout assister. Il y a de l'inertie. Voilà, ça manque d'inertie. Et tu es arrivé à faire de la voltige avec? Ah non. Ah oui. T'as jamais fait de looping? Jamais. Non, de toute façon, c'est un avion qui j'aime. Oui. Unique. Pas volé beaucoup. Qui n'est pas assuré en cas de problème.
Et je pense pas que les gens de la JBS ont envie qu'on essaye de faire des loopings avec cet avion. Quoi. Oui, je pense qu'ils en faisaient parce qu'ils en avaient beaucoup. Voilà, ils avaient du stock. Hein, voilà, ils ont cassé, c'était pas très grave. C'est déjà extraordinaire qu'on ait un G3 qui vole. Je crois qu'il n'y en a que 2 au monde. Il y en a alors là, il y en a un maintenant en Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie, et il va y avoir M. Minigio, près de Besançon, est en train de rassembler les fonds pour en recréer un autre qui volera également. C'est vraiment, on est unique au monde avec la JBS, bravo. On est les seuls au monde à le faire voler. D'avoir un musée volant, alors... Même aux États-Unis, parce qu'il faut ça demande un budget phénoménal. En ce moment, il y a beaucoup de difficultés, comme tous les festivals, avec le festival, le meeting aérien que vous connaissez tous de la Ferté-Alais. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'amicale Jean-Baptiste Salis pour faire des dons. Si vous voulez encore voir voler ces beaux avions. Ouais. Ah ben ça c'est sûr. C'est un patrimoine extraordinaire. Pas mal parce qu'elle ne vit que par les meetings et qu'il n'y a plus de meeting depuis 2 ans. Mars 2019, hein, je sais même plus. 2020. 2020 Mars 2020, oui. Enfin bref, on a raté celui de l'année dernière, celui de cette année est reprévu, reprogrammé pour fin août. Oui. Mais bon, avec toutes les incertitudes. Donc il faut aider la JBS si on veut voir encore le J3 en vol. Ça c'est très très important. C'est pas des... Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une merveille d'histoire cet avion. Donc on est prêt pour le film. Ok. Oui, parce que du coup, tout l'historique du brevet, il y a des... reparler après. On le terminera après pour Adrienne. Après son brevet, puisqu'elle va avoir son brevet au mois de janvier, elle va faire comprendre à René Caudron, au patron de l'école, qu'elle veut en faire son métier, et il va comprendre à qui il a affaire, donc il va lui dire, si vous voulez que je vous emploie, il va falloir réaliser un looping. Donc grâce à René Caudron, eh bien, elle réalise un looping avec le G3, c'est pour ça qu'on parlait de l'acrobatie en G3, et comme il n'y a pas à l'époque de ceinture de sécurité, à la place de Cathy, elle va juste se faire accrocher les pieds avec une corde au palonnier, pour être sûr de ne pas être éjectée. Nombre de pilotes ont été éjectés, sont morts, on parle d'accident d'avion, mais ils étaient éjectés en fait, avant l'invention de la ceinture. C'est en quelle année l'invention de la ceinture de sécurité? C'est en 24, mais pour qu'elle soit utilisée dans tous les avions, il va falloir attendre... Tu vois, il y a eu beaucoup d'inventions comme ça. Il y a eu l'essence qui était... Il y a beaucoup de pilotes qui ont été éjectés. Bessie Coleman est morte comme ça. Oui. Pendant les meetings, ils faisaient des acrobaties et pouf, ça giclait quoi. Et d'ailleurs, à tel point que les pilotes eux-mêmes disaient, ils viennent nous voir pour nous voir mourir. C'était un petit peu les gladiateurs. Oui. Et donc, elle va réussir ce looping. Donc, il va l'employer comme convoyeur, c'est-à-dire qu'elle passait son temps à aller chercher des avions en mauvais état chez les gens, sur les terrains, des particuliers des gens, et elle les ramenait à Issy-les-Moulineaux, c'est-à-dire qu'elle faisait en moyenne des trajets, c'est ce que tu disais, d'une demi-heure, 1 heure maximum, sans jamais passer une montagne, c'était tout plat. Et donc, comme après, elle va se prendre au jeu, et puis que René Caudron va la payer moins cher, elle va la payer moitié moins cher que les hommes, et elle va râler. Donc, il va lui dire, si tu veux être payé comme les autres, il faut que tu fasses des meetings pour moi, il faut que tu fasses ma promotion. Il avait tout compris. Et elle lui a dit, oui, mais je veux ça, je veux mon avion à moi. Et là, il lui a dit, si tu veux ton avion à toi, voilà, là, il faut absolument faire du looping. Et donc, elle va obtenir tout ce qu'elle veut, y compris celui de vivre ses premiers accidents, parce qu'il faut bien vivre ses premiers accidents. Et d'ailleurs, René Caudron va lui dire, à l'occasion de ce premier accident, t'apprends le métier, elle pensait se faire engueuler parce qu'elle avait cassé un avion, et il va juste aller la voir, lui dire, t'apprends le métier, c'est normal, tu apprends à t'accrocher à la peau des dents. La devise de Caudron, c'était ça, il faut s'accrocher à la peau des dents en avion. Alors, on va passer à l'exposé de M. de Libéraux sur le Caudron. Et on reviendra sur les loopings ensuite.
Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que le 1er avril 1921, ça faisait à peine 18 ans que l'aviation existait. Les plus lourds que l'air avaient décollé. À peine 18 ans, même pas majeur. Et donc, les frères Wright en 1903. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les frères Wright ont été les premiers, je dirais, à médiatiser leur vol, parce qu'avant eux, il y avait Clément Ader, quand même, en 1890 et 1897, 1890 et 1897, qui avait commencé à décoller avec son éole et son appareil nommé avion. Et en même temps que Clément Ader, il y avait aussi un autre monsieur qui s'appelait, un ingénieur, qui s'appelait Pierre-Louis Mouillard, qui lui avait déjà étudié les vols des chauves-souris ainsi que des charognards en Égypte, et il avait baptisé un dessin aéroplane. Et ces dessins étaient inscrits dans un livre qui a été publié, et Octave Chanut, qui était originaire de France et comment dirais-je, expatrié aux États-Unis, puisqu'il a été naturalisé américain, connaissait les frères Wright et lui ont donné justement les informations sur le fait d'avoir le vrillage de l'aile. Le gauchissement. Le gauchissement de l'aile. C'est vrai que c'est les frères Wright qui ont eu ces brevets-là, parce qu'ils ont été assez, je dirais, ils étaient très industriels. Et d'ailleurs, c'était plus leur sœur Catherine. Voilà, c'était plus leur sœur Catherine, parce qu'on en parle très peu. C'est une femme, c'est normal. Voilà, on en parle très peu, et qui avait justement poussé ses frères à médiatiser leur vol. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelques années plus tard, ils sont arrivés en France, mais les Français avaient quand même déjà évolué pas mal. Et pour avoir une idée des brevets qui sortaient, en 1905, il y a eu 25 brevets aéronautiques qui ont été déposés. Et en 1910, soit 5 ans plus tard, il y en a eu 850. Donc ça a évolué quand même énormément. Les records d'altitude et de vitesse, pour vous donner un exemple, quelques temps plus tard, donc 10 ans après le vol des frères Wright, le record d'altitude, c'était 6150 mètres. Le record de vitesse, c'était 203 km/h, par rapport à ce qu'ils avaient fait. En 10 ans, c'était énorme. Les distances parcourues, c'était plus de 1000 km. Et pouvoir évoluer dans les airs sans escale, c'était quand même un petit peu plus de 13 heures. Et tout ça en 10 ans. La Première Guerre mondiale est arrivée par là-dessus. Les vols, je dirais, civils ont été interdits. Par contre, ça n'a pas empêché les industriels de continuer et même d'améliorer leur performance au niveau technique. Pour vous donner une idée, il y a eu 24 652 avions de construits à la fin de la guerre et 44 653 moteurs. La plus grande part de ces appareils ont été soit mis à la casse ou soit distribués dans les colonies ou vendus dans les aéroclubs. Il y en a eu beaucoup de vendus à l'étranger. Toute l'Amérique du Sud a acheté des avions d'après-guerre parce qu'ils payaient, les constructeurs payaient des impôts sur leur stock de guerre. Oui. Donc ils avaient intérêt à les faire partir le plus vite possible. Donc ils partaient, et également donc dans les aéroclubs naissants, naissants. Et donc et surtout le G3. Et le G3, il y en a eu quand même 2450 de construits, dont 1423 chez Caudron, parce qu'il y avait quand même des licences. Et le Royaume-Uni en avait construit aussi sous licence 233, l'Italie 166. En tout, il y a eu 2849 machines. Et j'irai plus loin, carrément, puisque les Caudrons sont les premiers à avoir vendu des avions en Chine. Ils ont vendu 12 G3 en 1913, juste avant la guerre. Et c'est René Caudron qui les a fait partir avec le Transsibérien et qui est arrivé. Donc, on a des photos au musée de Rue, des premières photos de la cité interdite aérienne. C'est René Caudron qui les prend en G3. Parce qu'au départ, c'était un avion de reconnaissance. Oui. C'est pas un avion de pilonnage, on ne tirait pas, mais on prenait des photos. C'était un avion de reconnaissance et il était... Ça, on ne dit pas, les Chinois ont acheté les premiers Caudrons G3
Et donc, il doit y avoir des archives là-bas. Ce serait passionnant de faire un voyage Aller en à Chine, Pékin. ça vous dirait, Cathy Taylor? Ça, ce serait super, ça. Aller en parce que- Chine en G3. Il Ça serait très compliqué maintenant. Hein. Non, mais dans quelques années, je pense que ça leur ferait très plaisir. Parce que ils ont été... pour y aller en Déjà, aller à Orléans, c'était compliqué. René Caudron a été décoré là-bas. Ouais. D'accord. Il y a des décorations de l'Empire. C'est vrai que les Français, quand même, à cette époque-là, ont beaucoup, je dirais, marqué l'aviation et ont été les précurseurs, notamment. Le palonnier. Le monde entier venait s'instruire sur les aérodromes français, dans les écoles françaises, chez Blériot, chez. Roland Garros a formé tous les aviateurs brésiliens, argentins. Tout à fait. Ah, ouais. Alors, donc, ces fameux caudrons, après la Première Guerre mondiale. Tu as des images? Oui, j'en ai quelques-unes. Voilà. Donc, ça, c'est le caudron de Jean Salis. Ah non, de Jean Salis. Oui. J'ai pris en photo en 2017. J'avais eu l'occasion de faire un petit tour sur un appareil qui était le 4000, un triplace, puisqu'il y a 2 passagers. Voilà, donc le caudron, voilà, il était trop vite. Voilà. Donc, le caudron a servi justement à Jules Védrine, qui était, je dirais, un aviateur hors pair, et il a atterri sur les galeries de Lafayette le 19 janvier 1919. C'était pour prouver qu'on pouvait atterrir en 60 mètres. Oui, c'est ça. Le toit fait 60 mètres. La terrasse fait 28 mètres de long. Et il s'est planté à la fin. Dans le film, on voit justement la première photo juste au-dessus, à côté de son visage. On voit qu'il n'est pas très bien atterri. Ouais, non, il n'a pas très bien atterri. Mais enfin, il n'est pas mort. Voilà. Ensuite, c'est au Crotoy. Donc, on peut parler aussi, je dirais, 6 mois avant l'arrivée d'Adrienne, pile poil. Donc, Élise de Roche, ou la baronne Raymonde de la Roche, qui a le numéro 36 en brevet aéronautique. En 1920, pas en 1919. Oui, je me suis trompé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est en 1920. Et c'est en essayant de faire Alopine, au Crotoy. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'était pas elle qui pilotait. C'était l'aviateur Barrault. Ouais. Il a voulu, je pense qu'il a voulu un petit peu lui montrer des choses qu'elle n'avait pas besoin. Ouais. Et, ils ont percuté la planète. Il a pris des risques. Voilà. Il voulait faire le malin. Exactement. Ensuite, du coup, libérait la place de première ou d'unique femme pilote. Oui. Et du coup, voilà, la place était libre pour... Voilà. Alors, François Durafour, qui lui était suisse, a atterri donc en 1921 sur le Mont Blanc. Et c'est lui qui, quand Adrien revient, dans la vie sportive, le journal de la vie sportive, la première page, c'est fou, la première page c'est pour lui, j'ai réussi à le retrouver. Ouais. Et à l'intérieur, il y a l'article de 2 pages sur la traversée des Andes d'Adrienne Bolland. D'accord. Mais c'est pas Adrienne Bolland qui fait la couverture. La couverture, c'est lui. C'est lui. D'accord. Et ensuite, il y a eu aussi Maryse Bastier, en 1925, tout de suite après son brevet, passer son brevet, pour, j'irais, se faire embaucher par un constructeur et passer sous le pont transbordeur de Bordeaux. Et puis, Auguste Maïcon était passé sous le pont du Var aussi, en G3. D'accord. En 1917, juste avant la guerre, je me rappelle. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a l'équipage Air France 228 qui est arrivé à Buenos Aires. Ils sont arrivés? Oui. Ah, génial. Donc, ils sont en train de faire des interviews et des photos. C'est une ligne qu'Air France a fait. Au départ, le vol sur Santiago donc, était passé par Buenos Aires. Et il y a 20 ans, c'est passé en Boeing 777 directement sur Santiago du Chili. Donc nous avons le 2e vol Air France 406 qui lui arrivera plus tard et ira directement, va survoler les Andes pas loin de la route d'Adrienne Bolland pour atterrir un peu plus tard à Buenos Aires. Donc là, on va voir une présentation de nos équipages féminins d'Air France.
Ma meilleure amie m'a dit que son père était aviateur, donc ça m'a donné envie de faire ce métier. J'étais hôtesse de l'air étudiante pendant ma classe préparatoire HEC. Je passais tout mon temps libre dans le cockpit à poser des tonnes de questions et le commandant de bord m'a dit « Mais pourquoi tu ne deviendrais pas pilote ?» C'était à l'occasion de la lecture de Terre des Hommes de Saint-Exupéry. J'avais environ 10-12 ans et j'ai eu vraiment envie de connaître ça. Je lisais beaucoup de livres de science-fiction et je rêvais de voyages spatiaux. Et donc je me suis dit, quitte à être près des étoiles, autant être pilote. C'est lors de vacances dans le sud de la France, sous l'impulsion de mon père qui est un ancien pilote de chasse, que je me suis inscrite à un stage de planeur. Et c'est vraiment ces premières heures de vol en planeur qui ont été pour moi une révélation. C'était quand j'avais 11 ans. Quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, entre Paris et Montréal, dans un 747 d'Air Canada. J'avais pu accéder au poste de pilotage où l'équipage m'avait dédicacé une très jolie carte du poste que je garde très précieusement. Il s'agit plutôt de travailler avec une majorité d'hommes, de m'adapter, de savoir qu'eux s'adaptent aussi, mais ce n'est pas du tout une entrave à un bon travail et c'est plutôt très intéressant, voire souvent très agréable. Plus de 30 ans après, on est maintenant 9,1%, les choses évoluent, mais ça reste encore une exception dans les cockpits d'avoir des femmes. Donc du coup, oui, on est regardé, on est jaugé. Aujourd'hui, notre défi en tant que femme pilote se situe plus dans notre manière de réussir à concilier notre métier, qui est aussi notre passion, et notre vie familiale, notre rôle de maman. Et quand on arrive à trouver cet équilibre, c'est une vraie fierté. C'est d'être pilote de ligne à Air France maintenant et d'avoir pu dépasser tous ces stéréotypes, ces a priori qui ont fait que le métier de pilote est vu comme étant masculin depuis vraiment très longtemps. Et je dirais que le défi, ça va plutôt être à l'avenir, d'essayer de convaincre des jeunes filles de nous rejoindre. Je voudrais d'abord leur dire d'être à l'écoute de leurs rêves, d'y croire et de se donner les moyens de les réaliser. Si on a la passion, on arrive de toute façon à son but. Soyez flexible, soyez adaptable. Donc moi je dirais allez-y. Voilà, merci Air France pour ce superbe film qui présente les équipages féminins. Et nous allons passer au PowerPoint, une présentation des vols. Air France 228, Air France 406. Donc le vol sur Buenos Aires est effectué en Boeing 787 et le vol sur Santiago du Chili en Boeing 777. Le nombre de pilotes n'est pas le même, puisque le vol sur Santiago du Chili est beaucoup plus long. C'est un vol de 14 heures. Donc il y a une commandante et 3 copilotes, et sur Buenos Aires, c'est 2 copilotes pour se relayer pour les repos en vol. Vous voyez là le trajet donc, qui était prévu par l'Air France 228 qui est arrivé. Vous avez donc le passage par l'Afrique directement vers le large du Brésil. Et vous voyez des petites zones d'orage sur l'Amérique du Sud. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, il y avait des masques spécialement Adrienne Bolland et l'équipage dont on a parlé tout à l'heure. Avec Laurence Elmariani, qui était commandant de bord. Là, elles avaient des petits porte-clés Adrienne Bolland pour l'occasion. Et ça, c'est à la cité avant le départ. Voilà le superbe cockpit du 787. Donc tous ces cockpits, maintenant, j'ai fait du 380, donc sont très ergonomiques. Nous avons des souris particulières. Bon, là, c'est Boeing. Maintenant, l'Airbus 350 a bénéficié également de tous les progrès à la suite de l'expérience du 380. On avait au départ des problèmes puisque
Un avion est très long à certifier, les microprocesseurs étaient un peu lents au départ. Et maintenant, on va arriver à des systèmes très performants, très ergonomiques et rapides, qui nous permettent d'avoir tout sur peu d'écrans. Et l'avion nous guide un peu en cas de panne. On peut communiquer avec les contrôles, la compagnie. Voilà. Donc, on n'a pas réussi à voir en direct l'équipage. Je pense ils sont pris par les journalistes. Mathieu, tu n'as pas eu d'appel, moi non plus. Donc, ils sont pris par les journalistes et par ensuite leur repos. Donc, on verra plus tard si on arrive à les avoir ou demain. Donc, pourquoi Adrienne a eu le brevet 12 bis en fait? Parce qu'au départ, elle était d'abord 12, parce qu'il y a des sections. D'accord? Les hommes commencent à 1 et les femmes, c'est pareil. Et donc, elle devait être la numéro 13. Et elle a absolument refusé ce numéro qu'elle pensait qui lui porterait malheur. Or, dans sa vie, il y aura beaucoup de numéro 13. Et finalement, le 13 lui aura tout le temps porté bonheur. Mais le fait est que c'est la seule femme au monde qui ait le brevet 12 bis. Et lorsqu'elle l'a eu, elle va surtout comprendre que ça n'est que le début de son aventure. Mais là, on parle de l'histoire de l'aéroclub avec Catherine Monory. En même temps, puis on parlera de son brevet aussi, parce qu'elle a aussi un brevet numéro 17 000. Bien sûr, 17 000, voilà. bien sûr, pour la FA. La Stella a décidé de donner des brevets de femmes. Et ça va vite, parce que le numéro 1, c'est Élise de Roche, la baronne de la Roche, et elle est que le numéro 36. Oui. Alors que Adrienne, pour le 12 bis, on comprend qu'elle n'est pas envie du 13 quelque part. C'est un peu idiot, mais voilà. Que le 12 bis, c'est le 17 560, quelque chose comme ça, je suis un peu dyslexique, c'est 69 ou 96. Mais c'est assez amusant. Je vous dis 2 mots sur l'aéroclub mais parce que l'aéroclub de France, quand je disais on est vraiment heureux de fêter cet événement, l'aéroclub, en fait, toute son histoire se confond complètement avec l'histoire de la conquête de l'air, parce que c'est en 1898, je crois qu'ils sont 52, enfin un bon nombre de visionnaires vont créer une association pour la promotion de la locomotion aérienne, ce qui est quand même effectivement bien visionnaire parce qu'on n'a pas encore de plus lourd que l'air, on est encore en train, il n'y a que de l'aérostation, donc se dire qu'on va faire de la locomotion aérienne, c'est déjà intéressant, c'est une image très pionnière, qu'a Adrienne d'ailleurs. Et puis, très vite, tous les progrès vont se faire grâce à l'aéroclub qui va, par tous ces gens très enthousiastes, et c'est un cercle assez aristocratique avec des gens qui ont de l'argent et qui sont des gens qui veulent promouvoir ce progrès. Ils vont faire des prix, ils vont proposer d'aider les gens. Donc, le premier qui fait le kilomètre en circuit fermé, quand Farman va faire ça, le premier qui vole à telle altitude, ils vont vraiment pousser le développement. Et puis, à partir de 1909, on y arrive, on se rend compte que, quelque part, il faut apprendre à piloter, il faut savoir piloter. Jusqu'ici, c'est quand même empirique complètement. Donc le premier, c'est pour Blériot, parce que les 15 premiers sont donnés à des gens dont on considère qu'ils savent piloter. Et puis ensuite, il faudra passer des examens, les écoles vont se faire, et l'aéroclub va soutenir tout ça, va créer la fédération internationale. Il est vraiment à l'origine de tout ça. Et c'est vraiment, on peut dire que c'est les premières start-up. Allez, c'est l'incubateur de tout ce qui va se passer. C'est ce qui peut être quelque part encore. Donc, il va organiser des grandes manifestations, il va homologuer les records. Donc, l'aéroclub va travailler là-dedans et aider vraiment au développement. Je pense que toute l'histoire vraiment part d'ici, quoi. Des grands chercheurs, oui. Ouais, et de la Meurthe, Art Déco. Voilà, Art Déco. Ils sont tous là. Santos Dumont. Ils sont derrière. Santos Dumont croit encore un peu. Oui. Ils savent bien que peut-être les Américains ont volé, mais quand même, ils croient en 1906 un peu qui fait le premier vol quelque part. Et l'aéroclub maintenant essaie de garder cette âme. Pour ça qu'on dit les pionniers de l'avenir, cette âme de précurseur ou d'idée. On est en train de traverser une crise inédite et
très très profond et que nous connaissons toutes parce qu'on est beaucoup de pilotes de genres différents, mais quand même, et des gens qui aiment l'aviation, sinon on ne serait pas là, qui aiment l'aéronautique. Et donc, il faut que l'aéroclub continue, il garde son image et son esprit de pionnier, il est maintenant le garant de ce patrimoine, bien entendu, d'un patrimoine de liberté, d'histoire, de courage, d'audace, de gens capables de regarder vers l'avenir, tout en ayant, je dirais, deux grands pôles, c'est ça, et l'innovation. Alors, bien entendu, à partir de 1909, l'aéroclub va donner des brevets. Il va promulguer des règles de l'air. À la limite, c'est l'ancêtre de la DGAC. Le droit aérien va commencer là. Il va falloir respecter des règles. On se rend compte que on ne peut pas voler tous au même endroit, aux mêmes altitudes, parce que ça va faire des catastrophes, parce que ça commence à se développer. Et devant continuer à développer les records, et devant le développement, bien entendu, l'aéroclub va quelque part devoir passer la main. Les pouvoirs sportifs vont passer aux fédérations, la DGAC, les grandes institutions vont prendre en main un développement qui est absolument furieux. C'est extraordinaire de se souvenir, en dehors d'Adrienne aujourd'hui, qui est chère à notre cœur, mais c'est qu'en 1903, on fait le premier vol, en 1909, assez symboliquement, un grand événement, Blériot traverse la Manche, et puis 60 ans après, ce qui est rien dans l'histoire de l'humanité, vraiment rien, la même année, l'aviation pour tous va décoller avec le 747 fait son premier vol, le Concorde fait son premier vol, donc une grande nouveauté, et on marche sur la Lune. Comment est-ce que Blériot aurait pu penser à ça en faisant pouf en traversant? Ça, c'est formidable. Et ce qu'on veut, c'est garder cet esprit-là. Bien entendu, il y a des virages à prendre qui seront pris. L'aéroclub, maintenant, c'est 14 commissions qui travaillent dans différents, aussi bien pour le patrimoine que pour l'innovation, que pour l'humanitaire, que pour les arts et les lettres. Enfin, c'est des choses comme ça. Et c'est aussi les cadets de l'air. C'est aussi continuer à homologuer des records. C'est tout. Et bien sûr, faire des commémorations et organiser des événements. Je pense, on parlait tout à l'heure de Santos Dumont. Le président Jean-François Georges avait refait à Bagatelle le vol. On a refait la traversée de Blériot. On essaie de faire. Alors, j'y avais pensé cette année, mais franchement, Cathy, quand je lui ai demandé si elle voulait aller passer la Cordillère des Andes avec son G3, elle a dit non. Je sais pas pourquoi. Elle ne sait pas du tout pourquoi. Donc voilà, c'est une institution qui garde le cœur de l'avenir dans la crise qui existe. On a des groupes de travail parce que la richesse de l'aéroclub, c'est surtout ses membres. C'est les gens qui sont ensemble. Et là-dedans, on a des gens formidables de tous les bords, dont des scientifiques et qui ont des connaissances technologiques importantes. Donc, on a par exemple des groupes de recherche avec Patrick Gandil autour de l'hydrogène. On essaie de... C'est pas l'aéroclub qui va maintenant le faire, mais il va continuer à faire ce qu'il faisait. Avec c'est-à-dire promouvoir. 3AF aussi. 3AF, tous les acteurs. Disons que tu peux bien me dire ça, c'est un lieu de rencontre. C'est fait pour qu'on soit tous ensemble et c'est fait pour que le cœur et l'âme existent toujours. Voilà, donc Adrienne, je vais être honnête, j'ai une faiblesse toute particulière, je trouve ça, j'imagine tellement ce que ça doit être d'être en G3, dans cet endroit effroyable, moi qui habite la Beauce, donc qui entre déjà Chartres et Dreux, trouve que c'est un peu montagneux. C'est tellement extraordinaire. Nous avions même pensé, j'ai même pensé moi aussi à écrire, et puis je l'ai pas fait parce que j'ai plein de choses, mais elle m'intéressait tellement que personnellement j'y avais pensé aussi. Et elle a vraiment fait quelque chose. C'est marrant parce que il y a un autre événement que je trouve tellement formidable, c'est la traversée de Limberg. Quand on lit son livre, comment est-ce qu'il a fait ça à 33 heures? Ce sont les choses presque impossibles, et ce qu'elle a fait, c'est ça. C'est quelque chose qui est presque impossible. Alors, elle a peut-être le contraire de l'esprit qu'on a maintenant dans l'aéronautique, c'est-à-dire d'être extrêmement organisé, prêt, surtout les gens qui font des tas de choses, même nous dans la voltige, prévoyant, anticiper, faire des tas de choses. Je pense que c'est sa fougue, sa jeunesse, ce qui fait que, en fait, bon, effectivement, brevet en janvier 2020, la Manche au mois d'août, et un an après, même un peu plus d'un an après, traverser la Cordillère des Andes. Je pense qu'il y avait le tempérament, c'est ça qui... Avec les moyens de l'époque. Avec les moyens de l'époque, avec quelqu'un qui ne veut pas lui donner un avion qui lui permettrait de le faire plus tranquillement, encore que ça n'a jamais été tranquille. Allez, c'était... C'est dur pour elle parce que
malgré les exploits qu'elle a réussi pour faire de la publicité pour Caudron en Amérique du Sud. Elle n'a pas été citée chez Caudron par la suite. Alors, on ne sait pas s'il y avait des histoires de jaloux, sa belle-mère, jalousie, où elle lui en voulait parce qu'elle avait dépensé un peu d'argent à un certain moment quand elle a traversé la Manche. Quand elle a traversé la Manche, mais c'est parce qu'elle est comme ça qu'elle a fait ça. Si elle avait été plus raisonnable, il ne fallait pas y aller, évidemment. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sont allés où il ne fallait pas aller. Et puis, il y a quelque chose quand même dont on doit toujours se souvenir, à mon avis, c'est qu'au moment où on fait quelque chose comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand on se retourne maintenant et qu'on se dit, waouh, le G3 là-dedans, elle-même le sait quand même, parce que c'est assez dur. Mais souvent, la plupart des choses, on me dit, ah, mais ils étaient drôlement gonflés de partout. Mais au moment où ils le font, ils ont le meilleur avion du monde, ils sont préparés autant que c'est possible. Quand Lindbergh part, il ne pourrait pas avoir beaucoup mieux entre les mains. Elle aurait pu avoir un G4. Elle aurait pu avoir mieux. Ah oui. Mais elle ne cède pas. Mais non, mais là, c'était aussi une question d'orgueil pour Adrienne Bolland. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Elle ne cède pas. Elle dit bon. Les archives d'Air France. Je vais leur montrer. Je pense qu'elle a retrouvé, je ne sais pas, plus de 1000. Alors, elle a peur, oui. Je pense qu'elle a eu peur et froid. Je vais en parler. Vas-y. Alors, dans le livre de Sophie Guilloux, qui viendra tout à l'heure, La folle équipée d'Adrienne, aux éditions Les Petites Moustaches, elle cite les débuts d'instruction d'Adrienne, qui finalement est partie là-bas en test directement, elle n'avait jamais volé. Et elle s'inquiète un peu, on lui demande, avec son instructeur, qui n'est pas facile parce qu'il ne veut pas trop d'élèves femmes pilotes, tu avais peur, toi, au début? Et il lui répond, mais j'ai toujours peur, Adrienne. La peur, c'est l'assurance de ne pas faire n'importe quoi en vol. C'est ta meilleure alliée quand tu montes dans ton avion. C'est grâce à elle que je suis encore vivant aujourd'hui. Ça, c'est pas mal, parce que c'est quelque chose que je connais, moi. Je partage tout à fait ça. Je pense que l'inquiétude, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder. Tu crois pas, toi? C'est une émotion. Le cerveau de l'être humain, s'il n'avait pas d'émotion, ne pourrait pas choisir. C'est ça la différence avec l'intelligence artificielle. Ce sont nos émotions qu'il faut garder. Adrienne Bolland disait qu'il ne faut jamais monter avec un pilote qui n'a pas peur. Moi, j'ai peur des gens qui n'ont pas peur. Oui, j'ai peur des gens qui n'ont pas peur. On est d'accord, j'ai peur des gens qui n'ont pas peur et qui en plus... On a changé de sécurité des vols. Il est évident que les équipages d'Air France qui sont partis en 787... Bien sûr, ils n'ont pas peur à part. Ils se sentent très rassurés. Bien que, comme on dit, la peur est un instinct naturel qu'il faut aussi écouter, mais toutes les procédures avec les systèmes de sécurité des vols qui ont été mises en place sur le plan international, les anglo-saxons notamment ont commencé à beaucoup parler de Cockpit Resource Management, c'est l'interface de l'homme avec sa machine. Maintenant, les ordinateurs qui nous aident, mais qui ont eu des bugs parce que on cherchait un dieu pour zéro accident, ça n'existe pas, donc on a pensé au dieu ordinateur, et comme c'est l'homme qui fabrique l'ordinateur et le logiciel, c'est évident qu'il n'est pas infaillible. Donc c'est tout un ensemble de technicité et puis de structure avec des checklists, des SOP comme on dit, qui sont suivis de manière très rigoureuse, préparés maintenant avec des simulateurs de vol qui sont très perfectionnés, qui ressemblent tout à fait à l'avion, qui permet aux pilotes d'affronter toutes les situations et surtout de s'adapter à tout ce qui peut arriver. Et bien sûr, par rapport à la voiture, on sait qu'on a 1000 fois moins de chances de mourir actuellement. On a fait de ce moyen de transport qui était quand même au départ quelque chose d'extrêmement dangereux, enfin parce que le moyen le plus sûr, il vaut mieux prendre l'avion que le train, c'est extraordinaire d'y penser. C'est tout de même plus impressionnant parce que c'est moins naturel d'être en l'air quelque part. Mais c'est une des grandes réussites. C'est très naturel. Pour l'instant, il s'agit que ça dure. En tout cas, je pense que déjà philosophiquement, on ne peut pas être courageux sans avoir peur. C'est pas logique. Si on est courageux, c'est qu'on a peur. Sinon, c'est pas du courage, c'est de la folie, à mon avis. Donc, la peur, l'inquiétude, il ne faut pas avoir panique, mais un petit fond d'inquiétude, en tout cas pour des aviations comme les nôtres, moi... Avoir le doute, le bénéfice du doute. Avoir le doute permet de rester raisonnable. Voilà, donc en s'entend,
l'aviation a évolué à une vitesse fulgurante, Et elle disait a bien changé. Et donc, merci aux créateurs de l'Aéroclub de France, Deutsch de la mort. Oui, de John Archdeacon, il y avait de Dion Bouton. Ce sont les passionnés de voitures aussi. Oui, c'est participant. Ce sont quand même les moteurs. Le président de l'Automobile Club disait, je m'appelais sa petite sœur. Il disait, vous êtes ma petite sœur. Parce qu'au début, on a été hébergé par l'Automobile Club de France pendant 2-3 ans. Ouais. Et puis, c'est un petit peu baladé pour être fixé ici dans les années 20. Et depuis, il faut se dire que quand on entend le craquement de cet escalier, beaucoup de gens l'ont fait craquer extraordinaire, dont Adrienne Bolland, qui est venue ici. Et qui a eu elle n'était pas très lourde. Mais elle n'était pas lourde, voilà. Et puis elle n'était pas très loin non plus, donc elle pouvait venir, ça faisait une balade. Alors donc Adrienne Bolland a vu évoluer l'aviation. Oh là oui. Elle a vu l'homme décoller, elle a vu l'homme se poser sur la Lune dans sa télévision en noir et blanc sur son écran arrondi. Elle a arrêté de voler, on en parlera plus tard pourquoi. Et elle ne verra pas l'avenir. On compte sur les jeunes maintenant pour faire ces recherches pour les nouveaux avions. Voilà, les nouveaux carburants. Les carbonés, l'hydrogène. Éco-responsables qui hybrides. Il faudra prendre, voilà. On est passé du moteur à alcool au moteur à essence, on va passer du moteur. Oui, Adrienne Bolland, elle a vu une sacrée évolution. Tout le XXe siècle. Donc on peut continuer avec le PowerPoint de Colline là. Ou tu avais autre chose? Parce que il passe pas le film. Hein. Et alors l'équipage? Pardon? Envoyer un message. Ça marche. On peut regarder le donc film alors. Tu es prêt à le? Oui. Allez, regarde. Catherine, tu avais terminé? Je voulais dire qu'il y a. Ah oui. Non, mais on nous équipe. On peut parler là? Oui. Fabre extraordinaire aussi. Le premier a décollé en hydravion, Gutenberg, il a volé en Concorde. Oh là là, c'est pas... Ça, elle aurait bien aimé le dire. Je pense voler en Concorde, ça lui aurait plu, Adrienne. Elle aurait pu, presque. Elle est partie... Elle est partie en 75, non Elle est partie en 75. Il volait depuis 2 ans. Disons que là, elle était... mais bon, elle avait fait un tour du monde et tout, mais elle avait quand même rencontré Leonov, le premier cosmonaute, à sortir dans l'espace. Donc ça devait être... Ça doit être drôle de voir les Andes tranquilles quand on va à Santiago du Chili. Maintenant, on dit oh c'est joli. Oui, c'est qu'on est là-dedans. Alors la pauvre Adrienne, on en parlera. Elle s'est battue avec les règlements à l'époque aussi, qui ne voulaient pas que les femmes soient pilotes de transport de passagers. Les règles de la FAI. Le ministre des Transports français a quand même défendu Laurent Hénac. Les femmes pour le brevet de transport, il l'a accordé aux Françaises. Et c'est le seul de l'organisation internationale. Mais l'Organisation internationale de l'aviation civile a menacé les compagnies de les boycotter si elles laissaient les femmes transporter des passagers. Elle a mis en... Et il y a une pilote irlandaise et une française qui sont allés après en justice, c'est revenu et c'est reparti. Ça n'a jamais cessé. Dès qu'il y a la guerre, à la guerre. Dès qu'il y a la guerre. Et la première embauchée à Air France, c'était quand même Daniel Décuré en 96. La première à rentrer à l'ENAC, c'est Patricia. Oui. 14. Oui, exactement. Donc on va continuer avec l'histoire d'Adrienne parce que c'est une longue histoire. Oui. Et nous sommes là pour ça.